Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de Connaissances interdites avec à l'étude la carte Action désespérée. Alors pour cette carte, je vais effectuer une vidéo en 3 parties. Tout d'abord, la description classique que l'on fait à chaque fois. Ensuite, je passerai en revue les investigateurs, les utilisateurs qui peuvent profiter de cette carte pour ensuite détailler l'emploi avec chacun de ces investigateurs, ou en tout cas chacune de ces classes d'investigateurs. Donc sans plus attendre, commençons. Action désespérée, c'est un événement survivant qui coûte 0, de niveau 0, qui a 2 icônes de force, qui a les traits tactique et stratagème, et dont le texte nous dit « En tant que coût supplémentaire pour jouer Action désespérée, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Combattre, vous gagnez plus X en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque, X étant égal au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, si le soutien choisi était dans votre zone de jeu, gagnez X ressources. » Donc, une carte assez situationnelle, assez conditionnelle, mais qui est très intéressante. En termes de points forts, j'en distingue 4. Tout d'abord, c'est un événement qui coûte 0 ressources, donc qui est gratuit. Un événement gratuit, c'est toujours intéressant. Ensuite, c'est une carte qui est quand même assez flexible, du fait que vous pouvez défausser un soutien qui occupe un emplacement de main qui est dans votre main ou dans votre zone de jeu, ce qui vous laisse du coup plusieurs possibilités pour gérer l'ennemi que vous voulez taper. Surtout dans le cas où, si vous n'avez pas de soutien qui vous permette de taper en jeu, plutôt que de jouer le soutien que vous avez en main et vous prendre une attaque d'opportunité qui pourrait être fatale, vous pouvez le défausser avec Action désespérée et espérer venir à bout de cet ennemi. Ensuite, autre point fort, rentabiliser les objets que vous avez. Et là, je vais parler notamment des objets que vous aurez déjà en jeu, avec par exemple l'utilisation d'Action désespérée avec une lampe torche. Une fois que vous n'avez plus de provisions sur votre lampe torche, que vous n'avez plus de charge sur votre lampe torche, vous n'avez plus rien à en faire. Et si vous n'avez rien dans votre deck qui vous permet de rajouter des secrets, des provisions, des charges sur l'objet concerné, vous pouvez le défausser avec Action désespérée pour en retirer quelque chose, à savoir une attaque, potentiellement 2 dégâts et des ressources, encore une fois, si jamais il est dans votre zone de jeu. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin, dernier point fort de la carte, un peu plus anecdotique, c'est ces 2 icônes de force. Ces 2 icônes de force, ça veut dire que ce n'est pas une carte morte, que vous pouvez l'attribuer lors d'un test de compétence de force avec un soutien, par exemple, que vous avez pour attaquer des ennemis, ou lors d'un test particulier. C'est quand même assez intéressant par rapport à des cartes qui ont moins d'icônes. En termes de points faibles, de limites, il y a déjà, notamment par rapport au deuxième effet, c'est-à-dire l'effet de combattre, l'effet de gagner des ressources, le gain de ressources est conditionné par le fait que vous ayez réussi le test. À savoir que si jamais vous ne réussissez pas le test, vous ne gagnerez aucune ressource, que le soutien choisi soit dans votre zone de jeu ou pas. Ce qui m'amène à parler de la deuxième condition restrictive de la carte, qui est que vous devez impérativement avoir le soutien objet en jeu pour avoir les ressources. Donc quelque part, si vous êtes vraiment désespéré, que vous ne voulez pas vous prendre l'attaque d'opportunité, que vous jouez l'action désespérée avec un objet qui est dans votre main et qui occupe un emplacement de main, à partir de là, vous allez vous amputer, vous n'allez pas profiter de cet effet de gagner X ressources. Il faut bien l'avoir présent à l'esprit. J'en ai terminé pour la description de la carte et on va donc passer aux différents investigateurs qui peuvent utiliser cette carte. Tout d'abord, classique, l'intégralité des survivants a accès à Action désespérée. Ensuite, vous avez l'ensemble des investigateurs que je qualifierais de biclassés classiques, à savoir tous les investigateurs qui peuvent prendre des cartes survivants de niveau 0 à 2, avec notamment dans le corset Agnès. Ensuite, vous avez tous les investigateurs de Dunwich, puisque ces 4 investigateurs-là peuvent prendre jusqu'à 5 cartes
dans les autres classes à disposition. Ensuite, vous avez l'ensemble des investigateurs à deck building spécifiques. Marque, qui peut prendre des événements, des cartes tactiques de niveau 0. Vous avez les investigateurs à classe secondaire, Mandy et Tony Morgan, qui peuvent choisir jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences d'autres classes. Et les deux peuvent prendre la classe survivant, en l'occurrence. Et ensuite, vous avez les investigateurs dont je dirais qu'ils ont une affinité avec la classe survivant, à savoir Finn Edwards et Marie Lambeau, qui peuvent prendre jusqu'à 5 cartes de cette classe survivant, de niveau 0. Plus d'autres cartes. Mais bon, comme eux, ils ont vraiment une limite de slot très basse, de 5, je dirais juste qu'ils ont une certaine affinité. Voilà ce que je peux dire sur les investigateurs qui peuvent avoir dans leur deck Action désespérée. Et évidemment, depuis la sortie de la carte versatile, tous les investigateurs ont accès à cette carte. Pour autant, dans la vidéo, je ne prendrai pas en compte la possibilité de tous les investigateurs d'utiliser Action désespérée. D'abord parce que versatile nécessite 2 XP et donc du coup, ce ne sera jamais dans votre deck de départ. Et ensuite, parce que si vous jouez un seul versatile, vous pourrez mettre une seule action désespérée. Et en termes de rentabilité, avoir une action désespérée en un seul exemplaire dans votre deck, honnêtement, c'est pas vraiment quelque chose que je ferais. C'est pas optimal. Il y a quand même beaucoup d'autres cartes à aller chercher dans d'autres classes qui peuvent orienter un build entier, alors qu'Action désespérée est une carte conditionnelle, situationnelle, qui va vous aider à résoudre à un moment précis une difficulté et non pas à, on va dire, orienter globalement votre deck building, votre deck, votre stratégie d'ensemble. Donc, je vais passer à présent au passage en revue en fait de ces différents investigateurs qui ont la possibilité d'utiliser Action désespérée. Et pour ça, je vais passer classe par classe. Alors d'abord, on va commencer par la classe survivant, la classe d'origine de cette carte. Pour ça, on va à chaque fois donner l'estimation, on va dire une évaluation de chacune des classes en fonction des caractéristiques de la carte. À savoir, est-ce que ces classes sont bonnes en combat? Pour les survivants, ce sont des personnages flexibles. Parfois, ils sont capables de combattre, souvent ils fuient et ils sont aussi capables d'enquêter. Donc là-dessus, les survivants peuvent utiliser Action désespérée et avoir un certain résultat avec, sans pour autant que ce soit automatique, c'est vraiment spécifique à chaque investigateur. Et ensuite, par rapport au gain de ressources, la classe survivant dispose d'un certain nombre d'outils intéressants comme générateur de ressources et dispose globalement d'une économie correcte de par le faible coût en ressources de ces cartes, généralement, et cette capacité de génération de ressources qu'ils ont au travers, par exemple, de Partir Perdant, au travers de Madame Labranche, entre autres. Voilà. Donc, d'emblée, comme ça, on ne dirait pas que, en tout cas, cette classe n'intégrera pas Action désespérée pour un fort besoin en ressources, par exemple, ou par un fort besoin en combat. Pour moi, jouer Action désespérée dans un deck survivant, ce n'est pas optimal. C'est jouable, mais ce n'est pas optimal. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les objets de la classe survivant qui répondent à la condition un objet qui occupe au moins un emplacement de main, en fait, on se rend compte qu'aucun objet qui occupe un emplacement de main à l'heure actuelle dans la classe survivant n'a un coût en ressources supérieur à 3. Les maximums, ce sont le vieux fusil de chasse qui coûte 3, le couperet qui coûte 3 et a posteriori le Derringer 18 qui sortira avec le pack Stella en version non XP qui coûtera 3 aussi. En plus, vous avez un seul objet à charge intéressant, c'est le vieux fusil de chasse pour l'instant. Après, vous aurez le Derringer. Mais ce qui fait qu'en fait, la plupart des objets chez les survivants sont peu chers et donc le bonus en force sera pas si important que ça et donc pas très rentable pour des survivants qui ont une faible valeur de force. Et qui plus est, les objets des survivants, pour l'instant, globalement, restent sur votre aire de jeu. Que ce soit les journaux,
que ce soit la hache d'incendie, que ce soit le couperet. Donc on aura du mal à vouloir se débarrasser de ces objets qui, surtout une fois en jeu, nous permettent soit d'avoir des enquêtes intéressantes, soit de faire des dégâts de façon intéressante. À partir de là, c'est pour ça que je vous dis que cette carte Action désespérée ne me semble pas convenir vraiment à la classe survivant. Je préfère notamment les compétences à 1 XP comme force brute, puisque cela vous permet de bénéficier lors d'une attaque combattre basique d'un +3 en force, et dans le cas où vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, d'infliger plus de dégâts. Auquel cas, je vais vous dire, c'est quand même plus rentable d'attribuer force brute à un test de force sur un ennemi avec potentiellement 3 dégâts de fait, plutôt qu'une action désespérée en infligeant que 2 dégâts. Après, vous pourrez évidemment booster l'un et l'autre test avec une maîtrise ou autre chose. Mais force brute, à mon sens, c'est plus intéressant. Quand bien même ça coûte un XP et vous ne pouvez pas l'inclure au début de votre deck. L'exception pour moi de la classe, c'est William Yorick. Pourquoi William Yorick ? Tout simplement parce qu'il a 4 en combat. Donc d'emblée, c'est une statistique de combat qui est intéressante. Et un +2 ou un +3 vont le faire combattre avec une valeur assez importante pour réussir plus probablement le test. Ensuite, parce qu'il a accès à la classe gardien, il est biclassé gardien, et donc il a accès à des armes à charge, des armes à feu, comme le 45 automatique, comme le Colt 32. Et à partir de là, une fois qu'il a plus de munitions, il va pouvoir utiliser Action désespérée de façon convenable et de façon logique pour rentabiliser encore une fois ses armes à feu. Ensuite, parce que Yorick est biclassé gardien, il a dans sa possibilité de deck building des cartes quand même assez chères. Alors que sa capacité de génération de ressources n'est pas énorme par rapport à d'autres personnages. Donc ça peut être intéressant pour un Yorick en vue à un moment donné de pouvoir poser sur la table un soutien à fort coût, de se débarrasser par exemple d'un 45 automatique pour gagner 4 ressources. Et pouvoir jouer par exemple, je ne sais pas, un frère Xavier avec 5 ressources, en espérant qu'il en ait une en plus, pour pouvoir le jouer. C'est intéressant. Et enfin, principale justification du fait que Action désespérée est quelque part presque faite pour William Yorick, c'est sa mécanique de recyclage. Puisque vous allez rentabiliser votre objet à charge, et après, grâce à la capa de recyclage de Yorick, vous serez en mesure de le récupérer assez rapidement, dès lors que vous allez tuer un ennemi ou quand vous aurez un Elder Sign. Donc c'est quand même très intéressant, et Action désespérée se place naturellement, à mon sens, dans un deck Yorick qui est orienté vraiment arme à feu plutôt que arme blanche. Puisqu'encore une fois, les armes blanches, on préfère les garder à table le plus longtemps possible, alors que les différents revolvers, les différents pistolets, on ne sera plus enclin à les enlever. Encore une fois, il faut prendre en considération le fait que les soutiens survivants coûtent peu cher et donc seront moins intéressants, quand bien même Yorick a 4 de combat, que par exemple un 45 automatique ou qu'un Thompson 45. Je vous ai parlé du vieux fusil de chasse. Point intéressant avec le vieux fusil de chasse, évidemment il y a cet effet dont on a tous peur dans le cadre, si jamais on pioche un pion crâne ou un échec automatique du Chaos Bag, avec une attaque qui échoue automatiquement, et le fait qu'il faille débloquer le mécanisme du vieux fusil de chasse avant de pouvoir s'en resservir. Pour ça, chose intéressante, E-Catastrophe. E-Catastrophe marche avec le vieux fusil de chasse parce que le crâne et l'échec automatique font échouer automatiquement ce test et donc réduisent automatiquement votre valeur à 0. C'est dans les points de règle. Un échec automatique, que ce soit via le pion ou un autre effet, vous réduit automatiquement votre valeur de compétence à 0. Et donc ça rentre dans la capacité de catastrophe. Ce qui fait que vous pourrez réutiliser ce vieux fusil de chasse sans avoir à débloquer le mécanisme, puisque vous aurez eu un Elder Sign, et avec la capa Yorick, vous récupérerez une carte dans votre défausse. Enfin, très intéressant avec le vieux fusil de chasse, bien entretenu, en vue de le défausser avec Action désespérée et le récupérer directement dans sa main, pour pouvoir le rejouer plus tard. Très très sympa, vous allez utiliser l'Action désespérée pour récupérer les 3 ressources du vieux fusil de chasse, avec bien entretenu, vous le récupérez dans votre main, et vous pouvez le rejouer parce que vous avez de nouveau les 3 ressources qui sont nécessaires.
Donc là-dessus, le vieux fusil de chasse avec William Yorick peut être employé. Ça peut se faire. Je vais passer maintenant aux chercheurs. Alors les chercheurs, ce ne sont pas des combattants. Clairement, ils ont souvent des statistiques de force nullissimes. Et du coup, là-dessus, on peut se dire que l'action désespérée en termes de force, c'est pas forcément très rentable ou très safe comme action. Ensuite, les chercheurs ont une économie correcte, voire même très correcte, une génération de ressources intéressante, que ce soit avec Milan Christopher hors tabou, même en tabou, ou d'autres cartes, des cartes recherche. Donc franchement, ils n'ont pas forcément besoin d'actions désespérées pour générer des ressources. Encore une fois, là, comme je l'ai dit, vous n'allez pas vraiment inclure un action désespérée dans un deck chercheur parce qu'ils ont une très faible valeur de combat. Mandy, elle a 1, Rex, il a 2, Mintypan, elle a 2. Donc à partir de là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis les objets ne sont pas adaptés. Les seuls objets qui pourraient être intéressants avec action désespérée, c'est le nécessaire empreinte digitale, plus 4 en force. Là, effectivement, une Mintypan qui tape à 6. Ok, ça se fait. Ça se fait. Ou encore les manuscrits pnacotiques. Là, effectivement, une Mintypan ou un Rex qui tape à 7. Ok, ça passe. Pour autant, moi j'estime que ces objets sont non adaptés puisqu'ils dépendent de provisions et de secrets qui se rechargent assez facilement avec la classe chercheur. Et vous allez vouloir les rentabiliser un maximum, ces deux soutiens. Donc, entre les défausser pour gérer un ennemi, alors que d'habitude vous allez être binômé avec un gardien qui va taper ou un truand qui va taper, c'est un peu dommage de se débarrasser de ces deux cartes ou d'une de ces deux cartes pour utiliser action désespérée. Mais ça se fait. Évidemment, il y a une carte qui existe depuis très longtemps dans la classe chercheur qui, à mon sens, efface complètement les possibilités de mettre action désespérée dans son deck. C'est J'ai un plan. J'ai un plan, ça fait depuis Dunwich qu'on l'a dans notre collection de cartes. Donc elle arrivait très très vite. À partir de là, pourquoi s'embêter avec une action désespérée si le J'ai un plan nous permet de faire jusqu'à plus 3 dégâts selon le nombre d'indices qu'on a. Alors effectivement, le J'ai un plan coûte 3. Et comme j'ai dit, c'est pas non plus... les ressources, la génération de ressources, c'est pas un trop gros souci en chercheur. Franchement, ça ne l'est pas. Il n'y a pas trop de mal à avoir 3 ressources. Et cette attaque utilise votre intelligence, sachant que votre intelligence, vous allez la booster avec d'autres cartes. Et donc à partir de là, voilà, Mandy, elle a une intelligence de 5 de base. Avec un petit boost à droite à gauche, vous allez faire rapidement 3 dégâts de possible à un adversaire. Même si c'est fluctuant et que si vous n'avez pas d'indice sur vous, J'ai un plan, ça ne sert pas à grand chose. Voilà ce que j'avais à dire sur les chercheurs. Je vais passer maintenant aux mystiques. Alors les mystiques, ils sont flexibles, ils peuvent un peu tout faire, et ils ont une économie assez irrégulière. Alors par irrégulière, je veux dire que ça va vraiment dépendre du build que vous avez. Un mystique qui a David Renfield n'aura aucun souci en ressources. Diana Stanley n'a pas de souci en ressources non plus. Une Agnès qui a la connaissance interdite ne va pas manquer de ressources. Pour autant, si jamais vous n'avez pas ce genre de carte dans votre deck, vous allez peut-être parfois manquer un peu de ressources. Donc c'est vraiment très caractéristique selon le deck que vous faites et selon aussi les sorts que vous prenez, parce qu'il y a certains sorts qui sont très chers. Pour moi, action désespérée n'a pas lieu d'être avec les mystiques, parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas d'objets chez les mystiques. Il n'y en a quasiment pas. Et il y en a encore moins qui encore une fois, peuvent être idéalement joués avec l'action désespérée. Vous n'allez pas virer une atamie spirituelle, vous n'allez pas virer des bougies avec l'action désespérée. Ça n'a pas de sens, surtout que vos mystiques ils vont sûrement attaquer grâce à la volonté et grâce à leur sort. La seule arme qui obéit un peu à cette logique, c'est la lame enchantée. Mais encore une fois, en mystique, vous avez quand même quelques possibilités, voire même pas mal de possibilités de recharger la lame enchantée. Donc à partir de là, pourquoi la défausser et pourquoi s'en priver par la suite alors qu'elle a un effet qui est très très puissant et que par elle-même, elle vous donne un plus 2 de combat, ce qui est déjà bien par rapport à l'action désespérée, mais après vous pouvez même utiliser jusqu'à 2 charges d'affilée pour avoir encore un plus 2 en combat et plus de dégâts. Donc en vrai,
c'est beaucoup plus rentable d'utiliser une lame enchantée qu'une action désespérée, quand bien même elle coûte 3 et non pas 0, et celle-ci, celle qui est à l'écran, est de niveau 3. Mais même celle de niveau 0 est très intéressante pour les mystiques qui ont une valeur de force potable. Je pense par exemple à Jim Culver qui a 3. On pourrait penser que Agnès biclassée survivant serait plus à même d'avoir action désespérée. Alors oui, mais encore une fois, je reviens sur les soutiens que vous avez à disposition dans la classe survivant. Ils sont peu chers et on a envie de les garder. Une Agnès survivant, moi je ne la joue pas avec action désespérée parce que mon couperet ou ma hache d'incendie, j'ai envie de les garder. J'ai vraiment envie de les garder. Si jamais je les défausse, Agnès, oui, elle aura sûrement son flétrissement, mais après derrière, elle est un peu à poil quoi. Donc voilà. On va passer maintenant aux deux classes qui bénéficient un peu plus de cette action désespérée, ou en tout cas qui peuvent mieux l'utiliser. On va passer aux gardiens. Alors les gardiens, ils font beaucoup de dégâts, ils sont là pour gérer les ennemis et ils sont là pour vraiment envoyer la purée. Et en plus, ils ont une mauvaise économie, c'est-à-dire que leurs cartes coûtent cher, les soutiens qu'ils ont coûtent cher et ils n'ont pas un moteur de génération de ressources systématique. Donc du côté des dégâts, on peut se dire bon, c'est peut-être un peu superflu d'utiliser l'action désespérée, mais niveau économie, ça peut être intéressant quand même, surtout au vu du prix des soutiens qui occupent un slot de main auxquels ont accès les gardiens. Prenons le cas de Tommy. Tommy, il fait des dégâts, mais Tommy, il a quand même un bon générateur de ressources en lui, c'est sa capa spéciale. Donc, à partir de là, Tommy fait des dégâts, Tommy génère des ressources. Est-ce que action désespérée est vraiment utile dans son deck? Pas pour moi, c'est plus anecdotique, surtout que dans les types de build de Tony Muldoon, il y a évidemment toute la partie usage de Becky à outrance. Et il y a quelques decks, il y en a même pas mal, où il y a comme arme à feu uniquement Becky. Alors, moi j'avoue que là-dessus je suis un peu mitigé. J'ai toujours une autre ou deux armes en plus au cas où j'ai pas Becky qui arrive tout de suite. Quand bien même, vous avez quand même des tuteurs pour aller la chercher. Mais à partir du moment où vous faites un build qui est 100% Becky, et ce qui est largement compréhensible, à partir de là, action désespérée, non, c'est même pas la peine de l'envisager. Vous n'allez pas prendre le risque de défausser Becky, quand bien même il n'y aurait pas de munitions dessus, alors que incessamment sous peu, vous allez vous prendre des attaques du coup, et un allié ou un soutien avec des points de vie ou des points d'horreur vont mourir, et vous allez récupérer des ressources. Donc à partir de là, action désespérée, pour moi, avec Tommy, c'est contre-productif. Je passe à Zoé, autre gardien qui a accès à action désespérée, de la classe Dunwich, qui peut prendre jusqu'à 5 cartes d'une autre classe. Est-ce qu'on a besoin d'une action désespérée dans un deck Zoé qui a accès à 5 autres classes, enfin 5 autres cartes d'autres classes? Je pense pas, parce que encore une fois, action désespérée c'est situationnel, ça ne conditionne pas un deck, alors qu'il y a tellement de choses à faire avec 5 cartes d'autres classes pour orienter un deck Zoé de façon efficace qu'action désespérée n'est clairement pas un auto-include, loin de là, voire même rentrera rarement dans un deck Zoé. Ceci d'autant plus que la capa de Zoé qui vous permet de gagner une ressource dès lors que vous engagez un ennemi, fait que Zoé, à l'instar de Tommy, a un bon générateur de ressources, moins puissant, en tout cas, moins puissant, mais qui est quand même très intéressant, et Zoé en termes de ressources, elle n'est pas à la dèche non plus. Le dernier gardien qui peut récupérer action désespérée, c'est Mark Harrigan. Mark Harrigan, le soldat qui fait du gros dégâts, mais qui a vraiment une mauvaise économie. Mark Harrigan, c'est l'archétype du gardien, puisqu'il a accès à des armes à feu de fou, il fait des dégâts de fou, mais il pêche vraiment par son économie. En plus, Mark Harrigan avec les cartes tactiques peut utiliser action désespérée, mais n'est pas limité dans le nombre de cartes tactiques à mettre dans son deck. Certes, il n'y en a pas énormément non plus de niveau 0 dans le jeu, mais il y en a quelques-unes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans une certaine pression de comparaison et de rentabilité de la carte. Alors qu'action désespérée avec Mark, non seulement avec son 5 en force, va lui permettre de réaliser des attaques larges, mais en plus, son besoin de ressources et l'ensemble des armes à feu qui sont chères encore une fois chez les gardiens dont il dispose dans son deck
justifie pleinement l'emploi d'actions désespérées. Là-dessus, le cas emblématique pour moi, c'est la Thompson 45. Là-dessus, ça coûte 6, c'est super cher. Un gardien, surtout Marc, va avoir du mal à la sortir. Mais une fois qu'il l'aura sortie, une fois qu'il aura dépensé les 5 munitions, une fois qu'il aura récupéré 5 ressources parce qu'il aura utilisé 5 munitions de la Thompson, et donc du coup avoir eu un retour sur les 6 ressources employées de 5, il va utiliser l'action désespérée, il va avoir un plus 6 en combat, donc il sera à 11, et infliger plus un dégât, et dans le cas où il réussirait, dans le cas où entre parenthèses il piocherait pas un échec automatique, il va récupérer 6 ressources. La Thompson 45 fait partie de ces rares armes dans Arkham qui peuvent vous permettre de récupérer plus de ressources que ce que vous ne l'avez payé. Là, en jouant cette combinaison avec la Thompson, vous allez récupérer au total grâce à elle 11 ressources et donc en gagner 5 par rapport à son coût. Et pour Marc, c'est presque la caverne d'Ali Baba, j'ai envie de dire. Récupérer 5 ressources gratos, puisque Action Désespérée coûte 0, c'est génial pour Marc. Et encore une fois, si vous avez aussi bien entretenu, vous récupérez la Thompson dans votre main, vous avez les 6 ressources de l'Action Désespérée et vous rejouez la Thompson dans la foulée. Alors effectivement, la Thompson, ce n'est pas l'arme la plus efficace chez des gardiens, mais avec Marc et avec Action Désespérée, elle peut être jouée et elle peut être intéressante dans l'optique où on a envie de la recycler avec bien entretenu. Et du coup, d'avoir une arme qui donne un plus dans le combat, donc 7 pour Marc, plus un dégât, donc plus 2, et qui vous génère des ressources. Et du coup, qui peut vous permettre de payer d'autres choses à côté. Pour Marc, ce petit combo est très intéressant. Je passe maintenant aux truands. Alors, les truands, ils sont flexibles, mais par contre, en termes d'économie, on ne peut rien dire. Les mecs, c'est des rois, ils sont ultra friqués, ils peuvent tout faire avec leur thune. Ils peuvent, enfin voilà, c'est les mecs qui font du pay to win. Ils font générer un maximum de ressources, que ce soit Jenny, que ce soit Preston, que ce soit Tony Morgan, Loup Solitaire, etc. Il y a plein de possibilités d'avoir des ressources, donc là-dessus, ils sont tranquilles. Et après, les truands, à l'instar des survivants, sont très flexibles, puisque selon le beat que vous voulez, soit ils vont enquêter, soit ils vont fuir, et soit ils vont gérer les ennemis. Donc là-dessus, ça va encore une fois dépendre des investigateurs. Le cas Preston, vous oubliez. Vous oubliez tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il est biclassé classique avec les survivants. Encore une fois, les survivants, pas d'armes intéressantes, pas d'armes à charge intéressantes. Preston n'a pas accès aux vieux fusils de chasse. Et en plus de ça, toutes les armes à feu truands sont illicites. Et Preston ne peut pas prendre de cartes illicites dans son deck. J'irai même plus loin. Toutes les armes truands à ce jour, sauf la corde à piano qui est un accessoire, sont illicites. Donc en fait, Preston ne peut prendre aucune arme, sauf la corde à piano, de la classe truand. Donc en fait, sauf si vous voulez défausser des outils de crochetage, vous ne prendrez jamais Action Désespérée avec Preston. Jenny et Finn. Alors Jenny et Finn sont flexibles, mais là où moi je n'utiliserai pas Action Désespérée avec eux, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont que 5 slots d'autres cartes. Et encore une fois, Action Désespérée n'est pas une carte dimensionnante. Ce n'est pas une carte qui va venir conditionner votre stratégie globale. C'est tout simplement dans son nom. C'est une action désespérée. C'est quelque chose qui n'était pas prévu. Or, quand on a 5 slots de cartes à aller piocher dans d'autres classes, toutes pour Jenny, 2 pour Finn, entre chercheur et survivant, on ne prend pas action désespérée. Ça a peu de portée dans un deck. Le cas de Tony Morgan. Alors Tony Morgan, il gère les ennemis, il fait du gros dégât à l'instar de Mark Harrigan de façon différente, mais il a aussi, contrairement à Mark, un gros générateur de ressources qui sont en fait les primes qu'il met sur ses ennemis. Et selon comment vous vous débrouillez, vous pouvez avoir de façon assez certaine énormément de primes, bien plus que les 6 initiales, et vous pouvez profiter de beaucoup de génération de ressources. Tony là-dessus, il n'a aucun souci. Donc quelque part, l'action désespérée, c'est un luxe. C'est une carte en plus pour faire des dégâts et gagner encore plus de ressources. Mais là où c'est intéressant, c'est avec le futur Mother C96. En effet, à l'instar du Thompson 45 gardien, le Mother C96 fait partie de ces armes qui vous permettent de gagner plus de ressources que ce qu'elle ne vous en a coûté. Puisque elle dispose de 5 munitions,
Et quand vous l'utilisez, quand vous combattez avec, vous l'inclinez, vous dépensez une munition, vous gagnez plus 1 de combat et faites plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous pouvez soit redresser le Mauser C96, soit gagner une ressource. Potentiellement, vous pouvez gagner jusqu'à 5 ressources avec cette arme alors qu'elle n'en coûte que 4. Et une fois défaussé avec action désespérée, vous pouvez gagner encore 4 ressources. Dans le cadre d'un Tony en solo, c'est faisable. C'est pas facile, mais c'est faisable. Et du coup, avec la classe survivant, vous avez accès à récup et vous pouvez tenter de récupérer l'arme défaussée grâce à action désespérée. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une possibilité. Par contre, évidemment, pour moi, la carte qui vient éclipser un peu l'action désespérée, c'est le fameux Whisky du Tennessee. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui est encore plus flexible et bien plus adaptée aux truands que l'action désespérée, de façon globale, grâce à son premier effet en action rapide, qui consiste à l'incliner, de dépenser une des 2 provisions, gagner plus 3 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Parce que c'est vrai que Tony Morgan, niveau volonté, il a que 2, Finn par exemple, il a que 1. C'est plus intéressant, c'est peut-être plus rentable à long terme pour eux d'avoir le Whisky du Tennessee. Évidemment, la version 0 XP est aussi intéressante quand bien même le bonus de volonté n'est que de 2. En plus, vous avez la deuxième possibilité d'emploi du whisky, c'est de le défausser moyennant une action pour combattre et gagner plus 3 en force et infliger plus 1 dégât. En clair, vous ne gagnez certes pas de ressources, mais Tony n'en a pas forcément besoin. Vous avez quand même un plus 3 en combat, ce qui, pour une action désespérée, est plus que correct, c'est même très très bien. Il n'y a que les gardiens et certaines armes truands chères en termes de coûts qui vous permettront d'avoir plus que plus 3, mais c'est quand même relativement rare. Et le plus 1 de dégâts, il est conforme, il est équivalent à celui de l'action désespérée. Donc voilà pour Tony Morgan. Donc, pour résumer, pour moi, les 3 investigateurs qui gagnent à utiliser action désespérée, ce sont William Yorick, Mark Harrigan et Tony Morgan. Pour les autres, franchement, c'est pas une carte que vous allez optimiser, rentabiliser, c'est pas quelque chose qui va venir vraiment vous mettre un petit plus dans votre deck. Yorick, tout simplement parce qu'il a besoin de ressources et qu'il a une stratégie de recyclage globale de par sa capacité. Donc à partir de là, les cartes que vous allez défausser, vous allez les récupérer relativement vite et avec l'action désespérée, vous allez gagner des ressources pour pouvoir les réutiliser. Et encore une fois, je rappelle le petit combo avec bien entretenu qui est bienvenu. Mark, parce qu'il a tout aussi besoin de ressources que William Yorick, voire même plus, parce qu'en termes de générateur de ressources, il est vraiment à la rue. Et parce qu'avec un deck arme à feu, action désespérée rentre très très bien. Franchement, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Ça va vous permettre de, fluidifier les ressources pour Mark Harrigan et de réutiliser ses soutiens qui coûtent cher dans un deck. Sachant qu'à côté de ça, Mark, il a un pouvoir de pioche qui est très intéressant et qui va vous permettre d'aller chercher assez vite votre action désespérée ou le bien entretenu pour récupérer l'arme à feu que vous aurez défaussée au préalable. Enfin, Tony Morgan, clairement, je ne l'ai pas dit auparavant, mais ça tombe sous le sens, l'action désespérée est un petit plus pour un deck super fric. Tony Morgan génère énormément de ressources, il peut gérer énormément d'ennemis. À partir de là, un build de Tony Morgan super fric est largement faisable et là-dessus, l'action désespérée rentre complètement dans le timing, dans le tempo et vous permettra de booster vos différentes cartes qui dépendent des ressources, comme relations influentes, et de réutiliser l'ensemble des soutiens armes à feu que vous avez défaussés ou alors les soutiens non armes à feu que vous aurez pu utiliser, certes de façon un peu contre-productive, mais ça va vous permettre de générer des ressources. Donc c'est assez intéressant aussi avec Tony Morgan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'action désespérée. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura encore une fois apporté certaines pistes de réflexion, certains indices, certaines envies aussi de jeu. Personnellement, c'est une carte que je joue beaucoup, quasiment systématiquement avec Mark Harrigan. Je l'ai joué avec un deck solo sur Tony Morgan. Ça s'est bien passé. J'ai pas gagné ma campagne. Bon après, j'ai joué, j'ai fait ça sur une campagne Carcosa, donc avec Tony. Clairement, c'était pas spécialement pour en espérant de la réussir, surtout en solo.
Mais bon, c'était assez sympa à jouer. Ça le fait, effectivement, j'étais dans cette optique deck Super Freak qui se fait bien. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bah, à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!